Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. « 30 ans nous séparent de cette date si triste dans l'histoire moderne du peuple arménien, celle du tremblement de terre de 1988. Alors que l'Arménie montrait les premiers signes d'une volonté d'émancipation du joug soviétique, cet empire en faillite, alors que les premiers mouvements sociaux et écologistes lèvent la voix et la volonté du rattachement du Ralapar à la mère patrie commence à prendre forme, le nord de l'Arménie est frappé par un séisme dévastateur qui détruira des zones entières à Spitak, Gümri, mais également à Vanatsol, Stepanavan et Achourian, ce 7 décembre 88 à 11h41 pile, et dont les secousses se feront ressentir jusqu'à Yerevan et au-delà. Officiellement, 25 000 personnes ont trouvé la mort durant cette catastrophe, dont les images bouleversantes restent insupportablement difficiles à regarder aujourd'hui encore. Beaucoup d'invités nous parleront ce matin dans ce quart sur table de cette terrible date, de cette catastrophe, ce qu'ils ont pu voir sur place, ce qui a été fait en France à cette époque pour venir en aide à la population en détresse. Dans nos studios, Serge Simonian de SOS Arménie, dont on se souvient bien entendu cette organisation qui a tant fait à cette époque pour l'Arménie, Sévan Marderossian, la Croix-Bleue des Arméniens de France, très active à cette époque également. Lévo Minassian, cinéaste, vous êtes là parce que vous êtes surtout originaire de Gümri et vous avez beaucoup de choses à nous dire du 7 décembre 88, mais du Gümri d'aujourd'hui et de son évolution. Nous serons également tout à l'heure avec Antoine Agoudjian, photographe, qui a été sur place, qui apportera son témoignage très émouvant, je le suppose. Nous serons également par téléphone avec Patrick Villardry, sapeur-pompier, présent aux opérations de sauvetage. Nous avons pu interroger hier Vénus Boone, qui est maître chien, qui était elle également présente aux opérations de sauvetage. Nous serons en ligne avec Georges Kepenekian, médecin, présent sur place, ancien maire de Lyon, et également avec Samvel Balassanian, qui est l'actuel maire de Gümri, mais également avec Adam Barrault, baryton, lui aussi originaire de Gümri, qui s'y trouve aujourd'hui et qui pourra nous apporter un témoignage de Gümri d'aujourd'hui, comment ce jour, la veille de cette émission, a été vécu sur place. Merci d'être avec nous. Commençons avec vous, Serge Simonian. D'abord, chacun pourra dire comment cette information est arrivée ce jour-là, une information inattendue d'une Arménie dont on ne savait pas grand-chose, dont on ne recevait pas d'informations, et voilà, goutte après goutte, c'est ce nombre de morts qui croissait. Comment avez-vous reçu cette information, et quelle a été la mobilisation tout de suite derrière? En 1988, j'étais encore actif, j'étais chirurgien, et c'est Madame Misakian de Harach qui m'a téléphoné, il me semble que c'était un mercredi, à ma consultation, en me disant il y a eu un drame en Arménie, le séisme. À l'époque, j'étais président du conseil d'administration de l'église apostolique arménienne rue Jean Goujon, et immédiatement, par téléphone, j'ai convoqué le bureau pour le soir même, et SOS Arménie a été créé le soir du tremblement de terre.
un peu dans l'urgence. On savait pas du tout ce qu'on faisait, mais on a créé SOS Arménie le soir même, et dans les jours qu'on suivit, les statuts ont été déposés à la préfecture. Et autour d'SOS Arménie s'est rassemblé beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et ça a pris une ampleur très importante. Ensuite, il y a eu, disons, d'autres associations qui se sont mobilisées, en particulier la Croix-Bleue des Arméniens de France qui est présente au studio, et surtout Aznavour pour l'Arménie, qui n'a pas de représentant aujourd'hui, mais dont je tiens à souligner le rôle très actif qu'il a eu, surtout que Aznavour pour l'Arménie a eu un représentant permanent en Arménie pendant plusieurs années, qui était Gérard Margossian. Exact. Donc, Aznavour pour l'Arménie, il fallait absolument citer cette association qui était autour de ce personnage clé qui est Charles Aznavour. Et on sait tous comment ces quelques personnes, Aznavour et Georges Garvarens, Lévon Saillant à l'époque, tout ce petit monde a pu se mobiliser pour créer cette organisation, comme vous, à la hâte, pour pouvoir se mobiliser, même si on ne savait pas l'ampleur des dégâts les premiers jours. Justement, Sévan Mardi-Rossian, comment la Croix-Bleue s'est mobilisée, et s'est mobilisée à part, et s'est mobilisée intensément. Comment cette mobilisation a pris forme, pour faire quoi au final? Alors dès qu'on a pris la nouvelle, bon moi j'étais pas à la Croix-Bleue à l'époque, j'étais trop jeune, mais dès que la nouvelle a été connue, toutes les sections de la Croix-Bleue en France, mais aussi à l'étranger, se sont mobilisées et ont tout de suite mis en place des collectes de fonds. On a ouvert un compte Opération Arménie. Donc tout de suite, on a collecté des fonds. On a immédiatement reçu des vêtements, des denrées non périssables, des médicaments. On a fait appel à beaucoup de monde. SOS Arménie a travaillé pas mal aussi avec nous, c'est vrai, pour fournir différentes choses aussi en Arménie. Pardon. Et on a fait appel au Nur Serum Tagan, donc on allait à l'aéroport tous les matins. Alors justement, qu'est-ce qu'on faisait? Il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, tout le monde n'était pas en France, les jeunes générations ne savent pas où ils ont appris. Ils savent bien sûr qu'il y a eu un tremblement de terre, mais cette mobilisation, mais il faut le dire, extraordinaire dans toute la France. Il n'y avait pas un Arménien qui soit pas mobilisé, sensible à cela. Les organisations qui allaient chercher dans des boutiques, des magasins évidemment neufs, mais de l'an passé, qui étaient, je veux dire, dans la dignité pour pouvoir amener de la. Oui, on n'avait même pas besoin de réclamer en fait. Au siège de la Maison de la Culture Arménienne, donc on avait mis en place donc des collectes de vêtements. Donc bien sûr, il fallait trier parce qu'entre les gens qui donnent du neuf et ceux qui se débarrassent, il fallait trier. Mais beaucoup de magasins du Sentier, pas des Arméniens, vraiment des magasins du Sentier nous donnaient leur fin de stock, gratuitement, des vêtements chauds, des couvertures, des choses comme ça. Alors on avait des vêtements. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'on amenait? Évidemment des chèques, c'était très important, il fallait de l'argent. Et qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent? Qu'est-ce qu'on envoyait en Arménie? Il faut quand même signaler que parmi les donateurs, la population française non arménienne s'est beaucoup mobilisée. Les médias se sont beaucoup mobilisés, ont beaucoup sensibilisé les gens sur le drame qu'a subi le nord de l'Arménie. Et au niveau des donateurs, par exemple, près de 70% des donateurs à SOS Arménie n'étaient pas d'origine arménienne. Donc c'est révélateur de l'ampleur et de la médiatisation aussi de cette catastrophe. Voilà. Rappelons-le, on était en Union soviétique. L'information ne circulait pas d'abord librement, les gens ne circulaient pas librement, et tout à l'heure on verra un témoignage de Maître Chien qui
dans quelles conditions ces Français qui sont arrivés en Arménie pour aider au sauvetage ont pu travailler. Donc c'est dans ce contexte soviétique qu'on est en train d'aider. Puis c'était un couvre-feu en Arménie à l'époque. Couvre-feu parce qu'il y avait la question du comité Rarapar. Donc c'était une situation très difficile. Comment on envoyait la marchandise? Parce que envoyer des avions, c'est comme ça que ça se passait? Au départ, on payait, on louait des avions cargo qu'on remplissait, et au tout début, c'était obligé de passer par Aeroflot, qui était l'organisation officielle en Union soviétique. Mais rapidement, on a eu des autorisations de cargo privé qu'on peut atterrir directement à Yerevan. Parce qu'il faut rappeler que l'Evon Minassian, vous allez me corriger si je me trompe, il y avait quand même déjà un aéroport à Gyumri. Oui. Mais qui n'était plus fonctionnel pour... Non, ça fonctionne. Non, je veux dire, à cause du tremblement de terre. Les avions... Après, il a eu la guerre, après il a eu la crise. Non, juste à cause du tremblement de terre. Est-ce que l'aéroport a été touché? Non, l'aéroport fonctionnait quand même. Ouais, donc, non, mais il n'y a pas eu d'avions qui ont atterri à Gyumri. Tous les avions atterrissaient à Yerevan. En sachant que même en Arménie, le système soviétique était un peu spécial, c'est-à-dire que notre premier avion, par exemple, à titre anecdotique, où on avait envoyé des médecins et de la marchandise, et les médecins sont arrivés dans l'avion cargo avec la marchandise, mais ils n'ont pas pu se rendre à Gyumri. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas eu les autorisations soviétiques à l'époque. Et par exemple, le professeur Andréassian, qui était chef de service à Paris, n'a servi pratiquement en Arménie qu'à décharger l'avion cargo. Donc il est resté sur le tarmac pendant 4 jours. Il a pu voir des malades que 3 jours. D'accord. Voilà. Alors, c'est anecdotique, mais c'était un peu le système soviétique à l'époque. Combien de temps a duré l'action de la Croix-Bleue et de SOS Arménie et à Aznavour pour l'Arménie? Parce que, plus le temps passait, on voit les images, on a l'information. Les gens n'avaient plus d'abri. C'était le froid. On est en décembre, on est au nord de l'Arménie. Combien de temps ça a duré ces opérations, Sevan Mardirosyan? Alors, au moment du tremblement de terre à proprement parler, ça a duré, il a fallu bien 2-3 ans pour que vraiment pouvoir fournir le maximum de vêtements, soulager vraiment les gens. Mais l'action d'aide aux victimes du tremblement de terre, elle a duré 10 ans. 10 ans. Parce qu'ensuite il y a eu les orphelins. Parce qu'il y a eu les orphelins, il y a eu la construction de maisons, il y a eu la construction avec SOS Arménie au village de Zargaovid. On a rénové, reconstruit des maisonnettes. La Croix-Bleue a construit un village à Ramassia, 50 maisons. Donc tout ça a pris du temps. Donc vraiment l'action, elle s'est prolongée sur une dizaine d'années. Et s'est prolongée, elle ne s'est pas terminée, puisqu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui vivent dans les domiques, il y a des gens qui vivent dans la difficulté, parce que cette ville a été dévastée non seulement par les constructions, mais aussi par sa vie culturelle, économique, même si aujourd'hui on voit un renouveau, mais c'est jamais assez pour revenir à un niveau acceptable pour cette deuxième ville de l'Arménie, la ville culturelle où est né l'Evon Minassian. C'est vrai que l'Evon Minassian, cette ville a produit beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, beaucoup de poètes. Quel était votre vécu le 7 décembre 88, où étiez-vous? Quel âge aviez-vous? 7 décembre 88, il faisait très très beau, il faisait très chaud pour un mois de décembre à Gyumri. Normalement à Gyumri, il fait froid l'hiver. Ce jour-là, c'était très ensoleillé. On vivait un moment exceptionnel parce que d'un côté, il y avait la perestroïka qui nous donnait beaucoup d'espoir, de liberté qu'on devait avoir, etc. Ça se voyait d'ailleurs dans la vie quotidienne. Et l'autre côté, il y avait ce réveil national qu'on avait. Vraiment, il y avait le bonheur qui planait un peu dans l'air.
On était très heureux. Et puis, à 12h41, il a cette horrible... 11h41. 11h41, oui, midi moins le quart, moins 20. Il a eu cet horrible tremblement de terre qui a rayé, mais vraiment, tout. Et on est vraiment plongé dans le cauchemar. Et les jours qui ont suivi, c'était le plus grand cauchemar que je n'ai jamais vu de ma vie. Les cadavres étaient dans les rues, les cercueils entassés partout. Et heureusement qu'il a commencé à faire très très froid, tout de suite à partir de 8. D'un coup, il y a un changement climatique étonnant. Il a fait très très froid, ça a descendu jusqu'à moins 10. Pourquoi heureusement? Parce que les cadavres auraient été décomposés. S'il faisait chaud, on aurait pu craindre des épidémies. Et pendant très longtemps, il y avait même des corps qui restaient pendant plusieurs jours. Sur les décombres? Non, plus dans les rues. Oui. Parce que les gens, en fait, on mettait les corps pour que les gens récupèrent qu'on appelait leur corps, leur famille. Oui. Voilà. Et il y avait quand même des gens qui venaient d'extérieur, qui n'étaient pas de Gyumri. Il y avait pas mal de gens qui venaient des régions pour faire des courses, par exemple, etc. Ils étaient tous sur les trottoirs. Et on n'enterrait pas les cadavres parce qu'il faut que les gens trouvent leur famille. Donc voilà. Et ce froid a protégé un peu la population d'une épidémie. Vous aviez quel âge à cette époque-là? J'avais 18 ans. J'étais un jeune garçon qui voulait faire du théâtre. Je faisais partie d'une troupe théâtrale qui se trouvait dans une église. D'ailleurs, on jouait dans une église qui s'est effondrée et il a eu des morts. Et vous étiez où à ce moment-là, à 11h41? J'étais à la place centrale où il a cette toute grande église Jotwerk qui fonctionnait, et puis l'autre qui était qui était en rénovation. Et j'ai vu une énorme nuage de poussière, et je me suis rendu compte que c'est cette église, grande église, qui s'est effondrée. En fait, je pensais que parce que cette église était en rénovation, que s'était effondrée. Je ne pensais pas que la ville était entièrement touchée. Et quand je suis couru vers la maison pour retrouver ma mère, ma famille, etc., et j'ai vu vraiment la panique générale dans la rue. Il y avait énormément d'accidents aussi, c'est-à-dire les voitures qui étaient déstabilisées. Je me rappelle, il y avait un bus qui était à travers de la rue, les gens couraient, c'était vraiment le cauchemar. Voilà, et je suis rentré à la maison, j'ai pris ma caméra. Alors justement, vous êtes parmi les premiers à avoir filmé. Je crois que je suis le premier. Oui, mais après, je filmais que peut-être 2 minutes, 3 minutes le premier jour. J'arrivais plus. C'est-à-dire que c'était tellement dur que j'arrivais plus. Et puis, une fois après, quand on a commencé à travailler sur les décombres pour sortir les corps, et je travaillais là où il y avait ma famille, ma copine, etc. Et j'avais la caméra et je filmais de temps en temps. Les jours suivants, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? C'est-à-dire l'émotion, la tristesse, la recherche de rescapés. Comment a vécu cette population ce moment terrible? En fait, on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé réellement. C'était très étrange. On avait entendu parler des tremblements de terre, mais on ne savait pas que ça peut tuer. Franchement, on vivait, j'étais gosse, on vivait chaque fois, on voyait par exemple la lustre de se balancer, etc. Et on criait, ah, il y a tremblement de terre, etc. Mais on ne savait pas que ça pourrait être à ce point-là meurtrier. Mais après, en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, l'Union soviétique ne permettait pas pour que les étrangers puissent venir rapidement. Les premières aides que j'ai vues, c'était des Géorgiens et les Arméniens de Géorgie. Ils étaient vraiment très fraternels, les Géorgiens. Je rends toujours hommage. Ils étaient les premiers à arriver à Yerevan et à Gyumri, et surtout, à mon avis, à Spitak et à Kilovakan. Parce que c'est plus près. Et de Yerevan, la route était bouchée. C'est pour ça que les gens de Yerevan n'arrivaient pas à arriver à Gyumri aussi rapidement. Et puis,
je crois que dans une dizaine de jours, ça s'est ouvert d'un coup les frontières. Il y a eu énormément d'étrangers qui sont arrivés. C'est la première fois qu'on voyait des Français avec leurs chiens. On ne savait pas qu'avec leurs chiens, on peut chercher des décors. C'était vraiment étonnant. On a vu toutes sortes de machineries, toutes sortes d'uniformes. Et c'était en fait le vrai espoir qui naissait dans les cœurs des gens. Antoine Agudjian, vous êtes vous aussi parmi ceux qui sont partis. Alors, beaucoup sont partis d'Yerevan ou d'ailleurs d'Arménie vers Gümri, vers Spitak ou les autres zones frappées. C'était un élan, j'allais dire, naturel pour beaucoup d'entre eux. Vous êtes partis de France. À quel moment vous êtes partis? Qu'est-ce qui vous a fait dire que ma place est là-bas? En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait toute une émulation autour du drame arménien. Ça faisait écho un peu au génocide, enfin inconsciemment dans notre tête, quoi. C'était les derniers vestiges des Arméniens qui vivaient sur une terre arménienne, et en fait, on a vécu ça un peu comme un prolongement du génocide. Donc il fallait agir pour sauver ces derniers Arméniens sur la terre d'Arménie. Moi, j'ai été envoyé par le docteur en janvier, puisqu'on part SOS Arménie avec mon copain Bernard, et en fait très vite on a travaillé d'abord sur Yerevan, sur tout ce qui était acheminement du matériel, de l'aide humanitaire qui venait du monde entier en fait, qui venait effectivement par avion, mais qui venait aussi par les trains, Massissi-Goyaran par le nord de l'Arménie, qui venait aussi par camion, je pense assez rapidement. Et en fait ce qu'il fallait faire à l'urgence, c'était de trier, parce qu'il y avait une multitude de marchandises sur Yerevan. Il y avait beaucoup trop de marchandises par rapport à la possibilité de les envoyer, les acheminer dans les régions sinistrées. Donc en fait, on a fait ce travail pendant les premières semaines, essentiellement. Et distribution, organisation. Quelle était votre impression à l'arrivée à Gümri? Vous étiez dans toutes les régions, vous avez fait le tour des zones? Pas au début c'était vraiment les dépôts dans Yerevan, oui. Et très vite après on a commencé à organiser l'acheminement. Justement, comment avez-vous trouvé ces villes ou ces zones dévastées, la population, parce que nous ne parlons pas que des bâtiments, parlons de la population, des gens? Les gens très dignes, en fait, ils étaient à la fois dans cette tristesse d'avoir perdu tout, quoi, parce que y compris la maison. Quand on dit la maison chez les Arméniens, c'est le lieu de la sécurité, donc ils avaient tout perdu. Mais en même temps, c'est vrai que ils étaient très contents qu'on soit là, que des gens viennent de l'étranger, viennent les aider, et en fait ils se plaignaient pas, quoi. On organisait des distributions, mais il y avait quelque chose de très folklorique dans les rapports qu'on avait avec les gens, y compris avec des gens qui, paradoxalement, quand on commençait à creuser dans leur histoire, on se rendait compte qu'ils avaient perdu, qu'ils avaient vécu un drame dans leur vie, mais ils le faisaient pas ressortir en premier, quoi. Alors nous avons pu parler hier avec Vénus Boone, comme je le disais, maître Chien, qui était parmi les Français sapeurs-pompiers et autres qui sont partis aider les Arméniens. Donc nous écoutons cette interview. Bonjour, et tout à l'heure nous allons aussi avoir en ligne avec nous Patrick Villardry, qui lui aussi était avec elle durant du séisme. Et quel jour êtes-vous précisément arrivé après le 7 décembre? Alors nous sommes arrivés, quand je dis nous, c'est le contingent français. Donc 2 avions du GLAN qui sont partis, donc du gouvernement français. Nous sommes arrivés le 10. Donc on avait trouvé déjà que c'était très 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 tard d'arriver 3 jours après, parce qu'on sait que les premières heures sont très très importantes. Mais bon, on va peut-être pas revenir sur le contexte politique de l'époque, mais en fait on a démarré très très tard. Notre arrivée jusqu'à Spitak, parce que moi j'étais à Spitak avec des collègues, c'était assez long en fait à l'aéroport. Ensuite on a pris un autre avion, on a voyagé de nuit, on a passé des heures et des heures en camion militaire. On se demandait où on allait, vraiment où on allait. On avait eu l'impression qu'ils nous avaient trimballés comme ça sur les routes, pour nous un petit peu nous désorienter. Et on est arrivé donc là-bas de nuit. C'était pas évident. Bon, on a monté nos tentes rapidement pour se mettre en œuvre. Il y avait des projecteurs, mais c'était pas. On sentait bien qu'il y avait un chaos, mais sans plus. Et c'est le matin, quand le jour a commencé à se lever, où là on a pris
la mesure, de l'ampleur des dégâts. Et là, ça a été, c'était l'apocalypse. Il n'y a pas d'autre nom que ça que l'apocalypse. Alors, vous êtes arrivé en pleine nuit, c'est ça? Oui, en pleine nuit. Et donc le lendemain, quand vous avez vu l'ampleur de la dévastation, à comparer avec d'autres catastrophes naturelles auxquelles vous avez pu assister ou opérer sur des terrains, comment peut-on, est-ce qu'on peut faire des comparaisons par rapport à l'ampleur, par rapport à la nature de la dévastation? Oui, c'est simple. Spitac, c'était détruit à 95%. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus grand-chose debout. Tout était effondré. C'était vraiment, et par rapport à d'autres séismes, de mémoire de sauveteurs, puisque moi j'ai des collègues qui sont encore dans le domaine. J'ai un ami, notamment Patrick Villardry, qui est pompier maître chien à Nice, qui part régulièrement sur les opérations comme ça à l'étranger. Et de mémoire de sauveteurs, l'Arménie, ça reste gravé dans les mémoires, mais à jamais, quoi. Vraiment. Vous avez vraiment très très impressionnant. Vous avez même écrit un livre sur cette mission. Oui. Justement, quels sont les souvenirs les plus marquants qui restent encore et qui vous ont lourdement frappé? Alors, il y en a plusieurs, donc je vais résumer, mais c'est vrai que, alors, même si c'est plus d'actualité, mais le contexte politique nous a énormément marqué à l'époque parce qu'on n'avait pas, on était empêchés, je le dis dans mon livre, on était empêchés d'aller prospecter avec nos chiens là où on sentait qu'il y avait des gens, là où on aurait voulu aller. On était vraiment cloisonnés pour intervenir sur tel ou tel immeuble. Il y avait notamment un immeuble où on était sûr qu'il y avait des gens, puisqu'il y avait des zones ce qu'on appelle des zones de survie, des zones d'air. Il n'était pas tombé en millefeuille. Alors qu'on tombait en millefeuille, c'est-à-dire comme le gâteau, le millefeuille, c'est-à-dire tout plat, où là, effectivement, il n'y a aucune chance pratiquement d'avoir des survivants. Là, c'était pas le cas. Et donc, en plus, nos chiens étaient attirés pour aller là-bas et on n'a pas eu l'autorisation. Moi, j'ai failli me faire tirer dessus. Donc, mes collègues m'ont arrêté. Parce que j'ai dit Kalachnikov ou pas, j'en ai rien à faire et j'y vais. Et donc j'ai franchi un premier barrage de policiers armés. Et là j'ai entendu, ils ont armé les Kalachnikov derrière et mes collègues ont hurlé, ils ont dit stop, stop, stop pour leur montrer qu'ils allaient me chercher. Et ils m'ont empêché d'y aller, ils m'auraient tué, je pense tout simplement. Et comment expliquer cette attitude des policiers? Vous êtes là pour sauver des vies, pourquoi vous en empêchez? À l'époque, je dis bien à l'époque, maintenant ça a changé, mais je veux dire à l'époque, alors que nous on fait jamais de politique, je veux dire, on est apolitique, nous on y va pour changer, pour sauver des gens et que les gens soient, que ce soit n'importe quel continent, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, je veux dire, on est là que dans un seul but et la couleur des gens et on s'en fiche complètement quoi. Et là on sentait vraiment qu'il y avait, alors le pourquoi du comment effectivement c'est pas à moi de l'analyser, mais on sentait clairement qu'il y avait une volonté ça ne m'intéressait pas, c'est des survivants, quoi. À l'époque, c'était l'armée soviétique. Oui. Alors justement, Vénus Boone, 30 ans après, que vous reste-t-il personnellement de cette épreuve ou de cette expérience? Alors la première chose, la chose qui reste marquée, c'est parce que on était surpris, mais tous, on n'a jamais rencontré ça, même mes collègues sur d'autres terrains de manœuvre dans d'autres pays, la générosité des Arméniens. Alors ça nous a marqué, mais je veux dire, ils avaient presque tout, tout était détruit, ils avaient tout perdu, mais vraiment tout perdu, et ils cherchaient encore tous les jours ils s'inquiétaient de nos besoins, de savoir ce qu'il nous fallait pour encore mieux intervenir, pour qu'on soit bien, pour trouver des gens de leur famille, de leurs amis, ils cherchaient à nous donner à manger, alors que nous, quand on part comme ça, on a ce qu'il faut puisqu'on a des rations de survie. Et tout le temps, et même le soir, parce qu'on se relayait pour travailler, puisque ça ne s'arrête pas quand il fait nuit. Je veux dire, on continue. Et je veux dire, ils étaient là sans cesse à nous demander ce qu'on voulait, pourtant on comprenait pas la langue, on n'avait pas forcément d'interprète, mais à part les officiers, mais on n'était pas avec eux. Je veux dire, nous on bossait, on était sur le terrain, et les gens, oui, nous demandaient, ils nous amenaient des choses à manger, alors qu'eux n'avaient plus rien, il n'y avait même plus un toit, ils n'avaient plus de quoi s'habiller, il n'y avait rien, et ils cherchaient encore à nous aider.
ça a été vraiment le premier fait marquant et on en parle encore aujourd'hui. Alors justement, malgré le retard, puisque vous êtes arrivé 3 jours après, malgré les difficultés que vous venez d'évoquer dans le comportement de l'armée soviétique de l'époque présente sur les lieux, combien de vies ont été finalement sauvées par vos équipes et vous, comment j'imagine que chaque vie sauvée, c'est un moment de joie pour chaque sauveteur. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour sauver? Combien de vies ont été sauvées par vos équipes sur place ces quelques jours? Alors, c'est difficile à dire dans la mesure où on était sur des villes différentes. Moi, comme je vous dis, avec une équipe, oui, on était sur Spitak. Mon chien a découvert, à l'époque, mon chien s'appelait Wolf, et il a découvert la première personne vivante. Après, il y en a une deuxième. Alors, on ne sait pas effectivement, après, parce que si vous voulez, il faut aller très vite. Donc, le chien détecte une personne vivante. Nous, on signale qu'il y a une personne vivante, parce qu'à l'attitude du chien, on sait si la personne est vivante ou décédée, ou même dans le coma. Donc, on signale que la personne est vivante. Et ensuite, c'est une autre équipe qui prend le relais pour la dégager et la sortir. Nous, ensuite, on ne sait pas si la personne est peut-être décédée après ou si elle a survécu. Donc, donner un chiffre, c'est compliqué. C'est compliqué de donner un chiffre précis, en fait. Et puis nous, on était là où on était. Je veux dire, on n'avait pas de relation après avec les autres, qui étaient sur un autre terrain en Arménie, enfin, sur une autre ville. Donc on n'avait pas de liaison, nous, en tant qu'hommes et femmes de terrain, on va dire, on n'avait pas de liaison, donc c'est un petit peu compliqué. Après, on en a parlé, on s'est regroupés, on en a parlé, mais je crois que malheureusement, il y a eu que quelques personnes de sauvées, je crois qu'on... Quelques dizaines. Malheureusement, intervenu beaucoup trop tard et surtout empêché d'intervenir à l'époque. Merci Vénus Boone, d'abord merci pour cette intervention sur IPFM et surtout merci pour ce que vous avez pu faire vous et vos camarades ces quelques jours en Arménie avec ce terrible séisme qui a frappé le pays. Merci encore. Merci à vous pour votre invitation, merci beaucoup et merci encore au peuple arménien parce que c'est vraiment un peuple exemplaire. Voilà, c'était l'intervention de Vénus Boone, très émouvante et voire même bouleversante de parler des Arméniens comme ça alors qu'on est allé chercher des morts ou des personnes probablement encore en vie. Et les Français reviennent avec des souvenirs d'une population frappée mais digne, comme vous le disiez Antoine Agoudian tout à l'heure, digne et capable même d'aller s'occuper des étrangers qui viennent leur apporter soutien. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur la situation de votre expérience, Serge Simonian, sur place. C'est-à-dire que le vécu, le travail qui a été mené mois après mois, année après année, pour améliorer la situation et quelle a été justement cette situation de la population qui est restée sans abri, sans ressources financières? Qui s'occupait de cette population? Évidemment, l'État arménien à la mesure de ses possibilités, et qui d'autre? Au niveau de SOS Arménie, on a réfléchi et on n'est pas tombé dans l'urgence. On n'a pas voulu faire de gestes dans l'urgence. L'urgence a été facilitée par nos moyens. On a envoyé une équipe de l'UMAF, pareil, 3-4 jours après, mais bon, elle a sauvé une personne qui s'appelait Anaïd, mais bon, c'était une chance qu'elle restait vivante. Mais disons que les dégâts qui avaient été faits avaient été terribles. Il y a eu beaucoup de blessés, mais par rapport aux morts, il y a peu de blessés. Les dégâts ont été... C'est-à-dire que les morts sont morts tout de suite. Tout de suite. Mais il y a eu quand même une quantité énorme de blessés. On nous parle de milliers de blessés. Non. Et c'est des blessés légers peut-être. Non. Des fractures, etc. À mon avis... Ça a dû tourner autour de moins de 5000. Quand même. Oui, non, mais c'est important, mais disons, ça
disons, les autorités médicales locales étaient, pas à Gyumri, mais disons sur Yerevan, étaient capables de soigner. Il y avait très peu par exemple, l'activité des médecins, je vous ai dit, de professeur Andréassian, une équipe de spécialistes est partie à Yerevan. Ils ont servi à décharger les cargos. Il n'y a pas de alors, une autre question se pose. Est-ce que l'Arménie était préparée avec le nombre de lits, d'hôpitaux, de médecins pour justement aider les blessés au plus vite? À mon avis, sur la ville d'Yerevan, il y avait suffisamment de moyens à condition de leur donner les moyens, disons. Mais il semble que le système soviétique, comme l'a expliqué la pompier, ou je sais pas si c'était un pompier. Vénus Boone, maître chien. Maître chien. On a l'impression que les autorités ne voulaient pas l'intervention étrangère. Ça, c'est évident, mais ils l'ont accepté. C'est-à-dire que d'un côté, ils n'en voulaient pas, mais ils ont permis l'atterrissage des... Alors, c'était des négociations, on s'en souvient, voilà, entre les autorités françaises à l'époque, voilà, et le Kremlin pour laisser passer les premiers. Il ne faut pas oublier que c'est suite au tremblement de terre que les journalistes et les médias étrangers sont entrés en masse en Union soviétique. Effectivement. Alors justement, Patrick Villardry, qui a été cité par Vénus Boone tout à l'heure, est en ligne avec nous depuis Nice. Monsieur Villardry, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous. Je ne sais pas quel est ce son. Est-ce qu'il y a un poste radio qui est ouvert à vos côtés? Non, je suis sur le Téléthon. Ah, très bien. Donc, je voudrais très rapidement avoir votre témoignage. Vous avez été dans ces équipes françaises qui sont arrivées en Arménie. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre arrivée, votre sentiment, vos impressions de ces quelques jours difficiles pour les Arméniens et pour vous en tant que sauveteur? Oui, ben lorsque l'on est arrivé, c'est vrai que c'était... alors moi j'avais déjà fait un tremblement de terre qui était le tremblement de terre de Mexico, donc on était un petit peu préparés et on croyait être préparés. La difficulté, c'est que lorsque nous sommes arrivés là-bas, c'était en plein hiver et qu'il faisait très très froid et il y avait de la pluie, de la neige. Nous, on est arrivés sur Yerevan, on s'est partagé en deux. Il y a eu deux équipes, une qui a travaillé sur Yerevan et moi, mon équipe et tout mon groupe, on est parti sur Spitak. J'ai été engagé sur Spitak qui avait été détruit à 95 voire 98%. C'est vraiment c'était catastrophique. Voilà, donc vous imaginez que lorsque l'on arrive, le chaos de la part des Arméniens et en plus dans un climat qui était vraiment un climat un peu spécial. C'était l'ouverture Gorbatchev et Mitterrand. C'était la possibilité de pouvoir engager des équipes. C'est grâce à ça que les équipes françaises ont pu être engagées sur place. Mais en sachant que on n'était pas tout à fait de la part de l'URSS, on n'était pas tout à fait bien accueillis, accueillis par la population. Ça, c'est, je dois dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens ont été vraiment, j'en garde un souvenir encore presque présent, C'est vraiment, les gens étaient ouverts, ils avaient peur, ils étaient traumatisés. En plus, sur Spitak, les gens ont été partagés en deux. Les femmes et les enfants sont partis d'un côté. Ils ont gardé les hommes pour pouvoir intervenir après. Voilà un petit peu les images chaotiques. Le froid, la neige, la boue. Nous, on couchait sous des tentes. Et on avait la chance d'avoir des tentes. Et il y en a qui avaient strictement plus rien dans la population. Alors, tout à l'heure, quand nous parlions avec Vénus Boone, elle nous disait qu'il était très difficile déjà, on est arrivé très en retard. C'est vrai que c'est les premières heures, voire les premiers peut-être jours qu'on a plus de chances de sauver des vies. Quand vous êtes arrivé, est-ce que dans votre tête, vous disiez, on est arrivé presque, on est presque inutile ici, vu l'ampleur des dégâts, même si des vies ont quand même été sauvées?
Non, on se dit jamais ça. Quand on s'en va, on va pour sauver des vies humaines. On va pas pour savoir si on a le temps ou pas. Alors, vous savez, la vie est quelque chose d'extraordinaire. L'être humain est fait de façon que il se met en auto-survie et il peut vivre d'ailleurs sur Spitak. Lorsque nous sommes partis, 15 jours après, une femme avait été trouvée dans les silos à grains. Elle avait pu vivre vivante, elle a été amputée, elle avait pu vivre grâce à l'eau de pluie qui coulait et aux grains de blé qu'elle mangeait. Donc vous voyez que la vie, ça faisait presque un mois qu'elle était emmurée. Et donc la vie est quelque chose d'extraordinaire. Non, lorsqu'on intervient, on va pour sauver. Nous-mêmes, on a pu intervenir avec les chiens, sauver une personne qui essayait de réparer sa maison, et manque de bol, il y a eu une violente secousse, et elle s'est pris le mur dessus. Donc on est intervenu, on n'était pas très loin, on a pu intervenir et la sauver. Mais voilà quoi. Alors il y a eu très peu de vivants sauvés, c'est vrai, mais c'est dû au froid. Et ça, c'est un des indicateurs qui fait que le corps se met après en hypothermie, et c'est difficile. Mais lorsque nous on intervient, dans toutes les situations, on intervient pour sauver des vies, et on se met en quatre pour pouvoir... on se pose même pas la question de savoir si c'est possible, si on va pouvoir... Non, ça c'est dans les têtes des sauveteurs, c'est totalement exclu, quoi. Alors, vous étiez combien en tout, et combien de temps êtes-vous resté en Arménie? Alors, on était 500 en 2 groupes, à peu près, 500 sauveteurs, et on est resté presque 15 jours. Et est-ce que vous avez pu depuis retourner ou vous intéresser au développement de cette région? Alors moi je m'y suis très intéressé, je n'ai jamais eu l'occasion d'y retourner, malheureusement j'aurais bien aimé. Par contre, ce que j'ai fait entre-temps, j'ai récupéré des 4 camions des CCF, vous savez, des camions de feux de forêt, que j'ai offert à l'Arménie, à Yerevan. Et c'est un ami à moi, une association du Var. On s'est mis à 2. Moi, j'ai trouvé les camions, je les ai fournis, et lui, il les a amenés. Et à l'époque où il les a amenés, moi, j'ai eu un accident un peu sérieux. Et donc, j'ai pas pu partir, malheureusement. Et j'ai beaucoup regretté, parce que j'aurais bien aimé retourner voir un peu. Alors c'est vrai que il s'est passé du temps, c'est vrai que ça a évolué, mais le souvenir que j'ai de Yerevan et de Spitak, c'est marqué à jamais dans ma mémoire, et ça c'est quelque chose qui restera. C'était mon 2e tremblement de terre. Le premier il était à plus 30, le deuxième il était à moins 25 de température, donc ça m'a vraiment frappé. Bon, depuis il y en a eu encore 10 autres, mais voilà. Et chaque tremblement de terre a sa spécificité, sa spécialité, l'intervention. Il n'y en a pas un qui se ressemble, malgré que ce soit toujours pareil, des effondrements avec des personnes ensevelies. Mais la qualité humaine, et puis les Arméniens sont des gens vraiment, quand vous en connaissez un, ils vous marquent à vie, quoi. Et moi, j'ai été marqué à vie par ces gens-là, là-bas, quoi. Merci Patrick Villardry pour ce témoignage très émouvant. Nous vous remercions pour ce que vous avez pu faire pendant ces 15 jours en Arménie, et à travers vous, c'est toutes les équipes qui vous accompagnaient, que nous remercions chaleureusement, parce que on n'oublie pas quand même. Je pense pas qu'il faille nous remercier. Nous le faisons parce que nous avons la conviction c'est notre façon à nous de travailler. C'est même pas un travail, c'est une passion. Lorsqu'on est sauveteur, lorsqu'on est pompier, ce sont des passionnés à 99%. Donc lorsqu'on intervient, c'est parce que on est conditionné, on est fabriqué pour ça. Voilà, je m'exprime peut-être mal, mais voilà, c'est ce que je ressens. Et donc le remerciement, on n'attend pas de remerciement. Nous le faisons parce que vraiment c'est notre passion. Nous aimons les êtres humains, et quand on peut sauver quelqu'un, et quand la seule paye et le seul remerciement que l'on a, c'est le sourire de la personne que l'on sort. Et lorsqu'on a ça, on est payé pour aller. On est millionnaire, on a gagné le loto. Alors permettez-nous quand même de vous remercier, parce que ça nous tient très à cœur de parler avec vous, comme on l'a fait avec Vénus Boone. Et franchement, on n'oublie pas ces moments où les Français partaient sauver nos frères et sœurs d'Arménie. Pour nous, c'est important, vous le comprenez. Merci beaucoup de votre intervention. Aussi pour nous, et encore un grand merci à vous à tous. Merci, au revoir.
Nous poursuivons avec Georges Kepenekian, médecin qui a été sur le terrain très rapidement, qui a fait plusieurs voyages, ancien maire de Lyon. Georges Kepenekian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce qu'on souhaite aujourd'hui à ce 30e anniversaire de ce tremblement de terre, se remémorer, revivre ces moments, surtout de la part de gens qui apportent le témoignage de ces moments difficiles. Vous êtes parti quand en Arménie? Le samedi matin, c'est-à-dire... Il faut juste recontextualiser. D'abord, je voudrais saluer tous les intervenants qui sont autour de vous, qui nous rappellent ces moments inouïs que les uns et les autres nous avons eu à vivre. Mais juste qu'on se souvienne, et Serge Simonian le sait bien, dès 86, c'est-à-dire au moment de la perestroïka et de la glasnost, un message est arrivé d'Arménie, du Sputnik Omidé, pour demander que des urologues forment les urologues en Arménie. Alors on a commencé, j'ai rencontré le patron de l'urologie arménienne et nous avons initié une coopération. Il est venu en 87 à Lyon et donc j'étais moi-même fait ma première mission de 15 jours pour former, évaluer les urologues. Et évidemment, le 7 décembre, quand cette catastrophe est arrivée, j'étais moi-même à l'hôpital en consultation et ma secrétaire m'a transmis un message bref, à peine audible, me disant il faut que tu viennes, une catastrophe est arrivée en Arménie. Et parce qu'on ne savait pas encore tout le mercredi. Et comme j'avais des amis à MSF, Médecins sans frontières, je les ai mobilisés, mais MSF France était prêt dès le jeudi à partir. Mais on l'a pas dit encore, mais Gorbatchev est avec Reagan et tout est bloqué dans l'URSS. Il va rentrer le vendredi et pour la première fois de l'histoire de l'URSS, il va lancer un appel à l'aide humanitaire qui va être à la fois dans ce contexte politique inouï, une première pour l'Union soviétique. Donc nous partons avec Médecins sans frontières après qu'un premier contingent français soit parti le vendredi soir. Nous partons le samedi et moi, connaissant déjà le ministre de la Santé, nous allons directement au ministère de la Santé. Nous faisons deux équipes. Aram Gazarian était aussi avec moi. Une équipe reste à Yerevan pour évaluer ce qu'a dit très bien Serge, quelle est la situation dans les hôpitaux. Et l'autre colonne que je vais accompagner, nous allons à Leningrad, à Gyumri, pour essayer là aussi de mettre un poste d'aide. Et c'est ainsi que j'arrive le samedi en fin de journée à Gyumri, et pour moi la vision la plus terrifiante qui ne sortira jamais de devant mes yeux, c'est qu'une ville qui a eu un tremblement de terre est dans le noir, il n'y a plus de lumière. Et les seules lumières sont celles des bulldozers, des voitures et des gens hagards, hébétés, qui creusent ces ruines pour essayer encore de trouver quelque chose, parce que c'est la course contre la montre. Cela a été dit, il faisait très froid en plus, de ces froids pénétrants, mais je reste moi absolument marqué, et je crois comme tous les personnes qui l'ont vécu dans ces moments-là, marqué par cet événement. Nous avons trouvé un lieu qui avait résisté, nous avons décidé de nous installer à cet endroit, et je me souviens vers 4 heures du matin, on a essayé de dormir, et le froid qui m'avait pénétré était impossible à maîtriser. Je crois que j'ai claqué des dents toute la nuit, et n'oubliez pas qu'après un tremblement de terre, il y a ce qu'on appelle les aftershocks, c'est que la terre tremble encore avec plus ou moins, mais on ressent ça dans son corps. Voilà pour moi les premiers témoignages qui sont ceux très vite découvrir aussi ces centaines de cercueils qu'on a accumulés, préparés dans cette ville en ruine, partiellement en ruine, des grands cercueils, des moyens cercueils, des petits cercueils. Je reste absolument marqué définitivement par ces moments. On les a évoqués hier ici à Lyon dans un hommage qui a été rendu à l'initiative de Madame la Consul, mais peu importe, je revis 30 ans après ces minutes et mesure combien elles nous ont tous marqués, et en particulier dans ces premières heures.
Évidemment, comme je le disais en début d'émission, il est très difficile. On n'a même pas envie d'en parler à tel point que on va se lâcher et puis on va plus se maîtriser parce que c'est tellement émouvant. On pense à la tristesse qui a frappé chaque famille, chaque personne. Des séparations, des morts devant ses yeux, des gens qui ne retrouvaient plus les membres de leur famille, des enfants perdus, et puis des familles où il y avait plusieurs morts, et puis si dans une famille il y avait qu'un seul mort, où il y en avait pas, c'était quelle chance. Et puis on se rappelle de ces images, de ces dames, de ces femmes, de ces mères qui pleuraient leurs enfants ou leurs maris ou leurs proches. C'est vraiment des images terribles qui nous reviennent 30 ans après, et on est quand même obligé de les évoquer, mais vraiment très prudemment et très comment dire, d'une manière très superficielle, parce que l'émotion elle est tellement grande qu'on pourra pas en dire peut-être plus. On a essayé, j'ai envie de faire parler l'évomination, mais j'ai peur qu'on ait du mal à parler l'évomination de tout ça. Mais avant de vous donner la parole, Georges Kepenekian, est-ce que pendant des années, durant les années suivantes, vous avez vu quand même qu'il y a plein de gens qui étaient dans la détresse et sans-abri, ou presque sans-abri. Quel est votre avis sur la position de l'État, sa préparation, son envie d'en finir avec cette situation? Parce que pendant longtemps, il a été dit qu'on allait régler les problèmes rapidement, et on a vu que 25 ans après, il y a encore des gens qui vivent dans le malheur. Bien sûr. Vous avez absolument raison. La question, c'est que d'abord, le nombre de victimes, je connais bien sûr les chiffres qui ont été définitivement donnés par l'État soviétique, mais nous savons que le chiffre est probablement supérieur, mais j'allais dire, c'est pas ça, c'est la cassure morale, la cassure profonde, cette crise qui est aussi une crise politique au même moment, il faut pas l'oublier, c'est la guerre. Il y a eu Sumgait et Kirovabad au mois de septembre. Moi, je pense que on a surtout fait de l'écoute pendant ces jours quand la lumière de notre local a brillé. Les gens venaient pour parler aux Français, pour être rassurés. On a fait plus de dispensaires que de l'aide de la chirurgie. Bien entendu, la question se posait plus après 5 jours, 6 jours, ou en tout cas pas de manière aiguë. Donc cette question qui me reste marquante, c'est que beaucoup d'Arméniens pensaient que c'était pas un tremblement de terre, c'était pas une catastrophe naturelle. Beaucoup ont pensé qu'on était donc définitivement un peuple maudit, que cette pression morale qui n'a pas pu être corrigée ni par l'État soviétique et difficilement par la suite par notre nouvelle République, parce que les moyens manquaient. Et vous voyez que 30 ans après, les conséquences de ce tremblement de terre sont encore là. Elles sont profondes, mais elles sont là. Et peut-être que à l'occasion du 30e anniversaire, il faut que nous puissions en reparler tous ensemble. Cette aide de toute la diaspora, c'était Nagapes avec sa flèche brisée, mais les deux fragments de la flèche étaient réunis parce que nous pouvions à nouveau fraterniser complètement et massivement avec nos frères d'Arménie. Je pense qu'il s'est passé énormément de choses. Et si vous me permettez, l'autre catastrophe en 1915 qui nous a brisés, mais qui a permis la Première République miraculeusement 3 ans après, eh bien 3 ans après 88, c'est la Deuxième République qui va naître. Je ne fais pas de... Toute chose n'est pas rapprochable, mais quand même, notre peuple a cette capacité à aller chercher de l'énergie au plus profond de lui-même, mais il faut que nous puissions sûrement en reparler, expliciter, analyser, voir toutes les conséquences, parce que je pense que le pire, c'est de considérer que, voilà, c'est une catastrophe naturelle qui peut arriver pour d'autres peuples, dans d'autres pays, mais ici, les circonstances étaient particulières. Vous savez, j'étais après à l'hôtel arménien quand j'ai vu descendre le KGB pour arrêter un des membres du comité Karabakh. Au vu et au su de tout le monde, c'était aussi un État soviétique sur sa fin, mais encore arrogant. Et je comprends bien les témoignages où plusieurs ont cité cette difficulté à
à laisser faire, parce que personne n'avait envie que des Occidentaux voient de près ce qui se passe. C'est tout cela, je pense, que nous avons besoin collectivement de les revivre, de les faire revivre, et nous-mêmes vous savez, c'est en parlant qu'on peut dépasser et mesurer et peut-être se réparer. Moi, je voudrais juste terminer parce que, vous voyez, ça me bouleverse à nouveau très vite. Vous savez, je suis revenu au bout de 15 jours et dans l'avion, il y avait un des contingents de sapeurs marins pompiers de Marseille. J'ai dit quelques mots dans l'avion pour remercier, parce que vous savez, les Arméniens venaient chercher les maîtres chiens français. Il y avait des Allemands, des Suédois, des Américains. Il y avait toutes les nations étaient là. Mais c'est les Français qu'on venait chercher pour dire les chiens avaient des pattes usées, abîmées par le froid, le gel. Mais c'est les Français qu'on venait chercher. Je peux vous dire que les témoignages qui ont été donnés par les sauveteurs, eh bien, tout le monde pleurait dans l'avion. Tout le monde pleurait. Voilà, et c'est des moments d'émotion puissants. Merci Georges Kapénikian, nous sommes émus avec vous, tous les souvenirs reviennent, donc merci beaucoup. L'évolution, c'est vrai que les Gumretsi... Merci à vous. Merci Georges Kapénikian, merci beaucoup. L'évolution, on peut pleurer, mais on peut aussi rire avec les Gumretsi. On peut rire avec les Gumretsi. D'ailleurs, votre film, Le piano, l'évoque tellement bien, et tous les Arméniens d'Arménie savent que s'il faut sortir une blague, s'il faut s'amuser, c'est avec les Gumretsi. Comment avez-vous pu garder ces sourires malgré la catastrophe? En fait, c'est vrai que Gyumri, c'est une ville à part. C'est une ville des blagueurs, des gens qui ont leur parole dans la poche, comme on dit. Et cette catastrophe a cassé la colonne vertébrale de la ville. Mais je vais vous dire, les premières années après le tremblement de terre, il y avait encore l'espoir. Avec Serge Avedika, on a co-réalisé 2 films, Lux Aeterna, qui a été justement basé sur les images que j'ai tournées le jour même ou quelques jours après la catastrophe. Et le deuxième volet, on est retourné en Arménie avec Serge le 7 décembre, 10 ans après, 98, pour faire le deuxième volet. Et c'est là que j'ai vu que les gens n'avaient plus d'espoir. C'est-à-dire que, paradoxalement, les premiers jours après le tremblement de terre, les gens avaient encore le sourire, parce qu'on pensait que c'est pas grave, on est fort, on va se reconstruire, on va construire une magnifique ville. Mais sauf que 10 ans après, on a compris que absolument rien, et que ça va durer et durer et durer. La vraie tragédie que j'ai vécue, c'était 10 ans après, c'était pas le jour de tremblement de terre, paradoxalement. Mais il faut dire que 30 ans après, aujourd'hui, Gyumri commence à renaître vraiment, et je crois, parce que il y a un vrai mouvement. C'est lié aux événements politiques qu'on a vécus, c'est lié à une prise de conscience, je sais pas. Mais cette belle ville, qui est en soi magnifique, une superbe architecture, des gens qui ont de l'esprit, qui ont donné, comme vous avez dit, beaucoup d'artistes à la culture arménienne et internationale, on peut dire. Mais cette ville-là, aujourd'hui, va renaître. Et ça, c'est un plus grand bonheur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Gyumri. Alors, pourquoi que Gyumri? Puisqu'il faut parler de Spitak. On en parle très peu. Cette petite ville qui a complètement été dévastée, plus que Gyumri. Et d'ailleurs, il y a eu plus de morts proportionnellement dans cette ville qu'à Gyumri. Mais c'est Gyumri qui est considéré un peu le centre symbolique de cette catastrophe. Et aujourd'hui, c'est une ville, on sait, depuis avant la première indépendance de l'Arménie, durant la période soviétique, et même durant la République, la première université qu'on a eue, nous, le peuple arménien. Premier opéra, premier théâtre, tout. C'est une ville très, très vivante, Gyumri, et aujourd'hui, on essaie, et on voit qu'il y a une volonté aussi populaire que gouvernementale
qu'on peut saluer, de faire, de créer une dynamique dans cette ville. Justement, Antoine Agudjian, quand vous voyez que pendant des années, malgré les promesses et malgré l'argent qu'on voit aujourd'hui dans la poche des individus, que la justice appelle à la raison, en quelque sorte, cette ville ou ces villes n'ont pas été organisées, reconstruites comme il fallait. Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Déjà, il faut replacer les choses dans le contexte. En fait, c'est le tremblement de terre qui a brisé le mouvement politique, la forme de révolution qu'il y avait à l'époque, du mouvement Kharabar. Et ça a généré dans la population une espèce de, de paranoïa en se disant, ce tremblement de terre a été fabriqué, en fait, pour briser le mouvement. Parce qu'il arrivait à un moment où ça arrangeait tout le monde. Il faut savoir quand même que les Arméniens ont été les premiers à avoir dans la perestroïka des revendications par rapport à Kharabar, en fait. En parlant des erreurs de Staline, c'était une erreur de Staline, le fait de donner ces deux régions, du Nakhitchevan et du Kharabar, en 21 à l'Azerbaïdjan. C'est Staline qui l'a fait. Donc, en fait, les Arméniens, ils ont commencé un mouvement pacifique. Et le tremblement de terre a brisé ce mouvement. Il y avait, le mouvement s'est répandu sur Yerevan, en fait. Le mouvement a commencé en février, il faut le rappeler. Ouais, donc on est là en décembre, 10 mois sont passés, et donc ce que vous dites était la population était convaincue que c'était un tremblement de terre fabriqué. Jusqu'aujourd'hui, il y a des avis sur ça. Et puis aussi en parlant, même hier, un général russe évoquait dans la presse que c'était pas une catastrophe naturelle. Donc même parmi les Russes, cette hypothèse circule aujourd'hui. Et pour parler de Gümri, c'est quand même loin de l'épicentre. Et Gümri, c'est pas à côté de l'épicentre, c'est sur Spitak, les régions de Spitak. Personne ne comprenait pourquoi Léningrad, à l'époque, Gümri, donc avait été touché par ce tremblement de terre, en fait, puisque l'épicentre était sur Spitak. Et en fait, encore une fois, ça alimentait. Alors, ça exprimait notamment le fait que les gens n'avaient pas confiance dans leurs représentants. Mais franchement, c'était très répandu. Et ce qui était répandu aussi à l'époque, c'est qu'ils allaient reconstruire en 2 ans. En 2 ans, le problème serait résolu. Bon, 30 ans après, il y a encore des gens qui vivent dans des préfabriqués. Mais on peut comprendre que 2 ans après, ça allait être difficile parce que le budget de l'État était vraiment très faible. Oui, mais à l'époque, il l'affirmait avec vraiment beaucoup de vigueur. Mais ça, c'est l'Union soviétique qui l'affirmait. C'est pas la République d'Arménie. Il faut savoir par rapport à tout ce qu'on s'est dit autour de cette table, c'est que dans ces régions-là, il y avait beaucoup de réfugiés de Bakou et de Sungai qui n'étaient pas recensés. Donc les chiffres étaient très dur réellement de dire combien il y a eu de morts, parce qu'il y avait déjà énormément de réfugiés à un moment donné, dans ces régions-là. On a parlé de 100 000 personnes, mais ça semble un chiffre un peu exagéré. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, sur place, il n'y avait pas que des Arméniens recensés, il y avait aussi des réfugiés qui étaient venus d'Azerbaïdjan, entre guillemets. Des Arméniens. Très massivement, qui vivaient là-bas, puisqu'ils avaient été, c'était des rescapés, des réfugiés des massacres de Sungai, Bakou et Kilourabad. Donc voilà, bon. Serge Simonian, justement sur cette même question de la reconstruction, parce que c'est ce qui compte finalement après le drame. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique avait dit dans les 2 ans tout sera reconstruit, etc. Entre-temps, l'Union soviétique a explosé. Donc les promesses de l'Union soviétique n'ont pas été tenues. Et c'était à la République d'Arménie d'assumer, la reconstruction. Pratiquement, 80% de la reconstruction était devenue aux mains des Arméniens. Quand vous retournez dans la région sinistrée, vous retournez à Spidak, moi j'y vais 2-3 fois par an, à Spidak, vous voyez pratiquement rien. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, vous ne voyez pas qu'il y a eu un tremblement de terre il y a 30 ans. Tout a été reconstruit. La ville, il y a 50% de chômeurs, il n'y a plus d'industrie. Mais la ville, quand vous passez dans la ville, vous ne voyez pas de vestiges en dehors du cimetière du tremblement de terre. Vous allez à Gümri. Gümri était l'ancienne ville intellectuelle, disons, d'Arménie, beaucoup plus que Yerevan. Dans les années 20, Alexandropol était une ville vivante, et Yerevan, c'était un village. Donc, à Gümri, quand vous passez comme ça, il reste quelques vestiges du tremblement de terre, mais pas beaucoup. Par contre, au niveau économique, pratiquement rien n'a été reconstruit. Au niveau culturel, au niveau médical, il y a eu des reconstructions.
Mais Gyumri est le peuple de Gyumri est un peuple fier, et je pense que c'est les Gyumriotes qui ont reconstruit leur ville avec l'État arménien. Mais quand vous passez à Vanadzor, vous vous rendez compte que vous traversez Vanadzor, vous avez l'impression d'une ville morte. Vous avez une coulée sur, je sais pas moins 5 km d'anciennes usines chimiques qui sont délaissées depuis 30 ans, ni détruites, ni comme ça. Ils sont laissés sur place. Et Vanadzor on n'a pas l'impression qu'on traverse Vanadzor, que c'est la 3e ville d'Arménie. Et là, je pense que le gouvernement d'Arménie a délaissé Vanadzor. Et voilà, c'est l'impression que j'ai de mes voyages dans le nord du pays. Sevan Mardirossian, que peut-on dire aussi de l'action, parce que là on a parlé des premiers moments de l'action de SOS Arménie, l'urgence, la Croix-Bleue, de Aznavour pour l'Arménie. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement par la suite? Vous avez évoqué des constructions, des maisonnettes, etc. Qu'est-ce qui a été fait par la Croix-Bleue et généralement dans les années à venir? Alors, pardon. Alors juste après donc le tremblement de terre, donc on a construit la Croix-Bleue de France, donc 50 maisons à Massia, mais le HOUM en général, le Hayok Nutian Miutun, donc dont on fait partie, les croix de secours arméniennes dans le monde entier. En fait, chaque pays, chaque pays a participé ou a financé la construction soit de maisons, soit de pharmacies, soit on a financé également une pharmacie centrale à l'époque à Stepanakert, puisque la guerre commençait, qui a été bombardée par la suite. On a fait une usine de soluté à Yerevan avec l'UMAF-Lyon en 91, et donc c'était juste le moment où l'Arménie est devenue indépendante. Et cette usine, on devait la transmettre à nos homologues de Yerevan. Mais bon, on n'a pas pu, puisque les oligarques ont commencé à ce moment-là à prendre la main sur la politique, et ça nous est... elle a échappé complètement aux croix de secours arméniennes. Mais l'UMAF-Lyon a beaucoup travaillé avec nous. Le docteur Abkarian, à l'époque, nous a permis de faire venir des blessés en France pour se faire soigner avec le ministère de la Santé. Dominique Strauss-Kahn, à l'époque, nous a mis à disposition sur plusieurs années une centaine d'avions cargo qu'on a pu faire partir en Arménie. Enfin bon, on a quand même... on a fourni des fours à pain, des groupes électrogènes. Est-ce que tout ceci est chiffrable ou a été chiffré? Oui, on a chiffré sur une dizaine d'années, parce qu'on a estimé que ça avait pris 10 ans vraiment. Et sur une dizaine d'années, on a financé, on a fait plus de 40 millions de francs de l'époque. De dépenses pour aider la population. Et je tiens à signaler qu'on passait vraiment par aucune instance sur place. C'est-à-dire que nous, on avait nos homologues, on y allait nous. Il faut savoir aussi que dans le contexte du début du tremblement de terre, donc la Croix-Bleue, vous savez que c'est essentiellement des femmes. Donc elles se rendaient en Arménie à 3, 4, 5, mais elles étaient seules. Donc il faut savoir que c'était très compliqué pour des femmes seules en Union soviétique de se déplacer. Enfin, elles passaient pour des femmes de petite vertu, quoi, tout de suite. Parce qu'elles n'étaient pas accompagnées ni de mari, ni de frère, ni rien du tout. Donc, voilà, elles étaient quand même assez courageuses pour le faire. Excusez-moi, ça m'émeut un peu. Parce que c'est nos mères, c'est nos tantes, enfin... Et puis à Paris, elles étaient tous les matins à Orly, à Roissy, pour faire des cartons. On a fait appel à l'époque au Nolselunt, aux Menetmen, qui sont venus, qui nous ont aidés tous les matins à 4h du matin. Ils séchaient les cours pour venir aider la Croix-Bleue. Et voilà, enfin bon. Et ça, on a fourni des lits, des matelas dans des orphelinats. On a fait venir des enfants de Gyumri à la colonie de Bellefontaine. Juste après le tremblement de terre.
Parce qu'il faut qui dire sont quand restés. même, après coup, il y a eu pas mal d'actions. Les différentes églises, les différentes associations qui ont parrainé des enfants, des orphelins, des gens qui pendant des années, une dizaine d'années, voire plus, ont attendu que l'enfant ait 18 ans et pendant tout ce temps-là ont financé sa scolarité. Et encore aujourd'hui, c'est plus les enfants du tremblement de terre, bien sûr, mais je sais pas, dans les 2 années qui ont suivi à peu près, on a mis en place les parrainages. Et donc tout de suite, des familles, même des non-arméniens, ont parrainé des enfants en versant tous les ans une certaine somme. Alors c'est soit le tuteur légal qui récupérait bien sûr la somme, mais en présence de l'enfant toujours, et jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Et ensuite, on ne pouvait pas non plus les abandonner. Ceux qui voulaient continuer leurs études, on a mis en place des parrainages pour les étudiants. Donc les parrains qui avaient pris un enfant en parrainage pouvaient poursuivre leur parrainage jusqu'à la fin des études de cet enfant. Et voilà, c'était quand même une aide significative. Et on continue toujours ces parrainages d'ailleurs, puisqu'il y a toujours des orphelins. Il y a eu la guerre des 4 jours en 2016, il y a encore des orphelins. Enfin bon, voilà, c'est malheureusement une histoire sans fin. Alors nous sommes en ligne avec le maire de Gyumri, Samvel Palasanian. Parlons Palasanian, Parev. Շնորհակալ ենք, որ մեզ ետեք, մենք 30-ամյակի առիթով այստեղ առիթով կփորձենք վերհիշել այս անցնող բոլոր տարիները եւ հատկապես կուզենք խոսել այսօրվա Գյումրիի մասին, որովհետեւ նշեցինք մեր այս զրույցի ընթացքին Գյումրին ծաղկող քաղաք է, արվեստի քաղաք է, նաեւ հումորի քաղաք է. Այսօր ինչ կարելի է ասել իրական պատկերը հատկապես այն մարդկանց սկսելու համար, որոնք բնակության տեր խնդիրներ ունին այս քաղաքի մեջ։ Դե հիմա քննարկում ենք, երեք այստեղ են նաև կառավարության նիստ անցկացրեց եւ այնտեղ նաև քննարկվեց, որ հանձնաժողով ստեղծվի, դեռ Գյումրիում կա 2800 տնագներ եւ փորձենք ձերբազատվել այդ տնագներից եւ մարդկանց բավարարենք իրենց բնակարաններով։ Որքան ժամանակ կտևի այդ։ Ուրեմն դե հիմա արդեն հիմնականում հանձնաժողովը պետք է աշխատի։ Երևի հանձնաժողովը կազմված կլինի քաղաքին կոմիտեից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, մարզպետարան, քաղաքապետարան, ինչպես նաև ուրեմն նախարարություններից եւ գերատեսչություններից, տարբեր։ Տեսնենք թե հիմա վարչապետ ինչպեսի կազմ կհաստատի հանձնաժողովի հետ կապված։ Ուրեմն երկու բառով վերլուծություն կկատարենք, մենք լրիվ վերլուծություն կկատարենք եւ վերլուծության արդյունքում կունենանք այն կարեւոր կետը, որոնց թվականակը արդեն իսկ պարզ կլինի եւ երևի ժամանակ պետությունը ինչ որտեղ նաեւ ծրագիր իրականացնում։ Չնայած որ շատ բարեգործներ, անհատներ հիմա նաեւ օգնում են, անձամբ մենք ունենք օրինակ այսօր բացած առանց տնագների հիմնադրամ, որը ես եմ բացել, եւ ասենք շատ օգնություն է գալիս այդ հիմնադրամին, եւ հիմնադրամով մենք շատ բնակարաններ ենք գնում։ Օրինակ, ես իմ աշխատավարձն եմ տալիս, ուրեմն իմ աշխատողները իրենց աշխատավարձի 1% են տալիս, այսինքն մենք նույնպես աջակցում ենք քաղաքով, որպեսզի կարողանանք այս հարցին լուծում տալ։ Թույլ տվեք ես տարկմանեմ նաև մեր ունգընտիրներուն, donc selon le maire de Gyumri, aujourd'hui il y a 2800 maisonnettes et le gouvernement qui a tenu sa session extraordinaire hier dans la ville de Gyumri à l'occasion du 30e anniversaire de ce tremblement de terre, donc a décidé de mettre en place un plan de construction et pour donner des appartements à ces familles. Donc une nouvelle analyse est mise en place, mais en même temps il y a des fondations, des bienfaiteurs qui essaient de subvenir aux besoins de ces familles. Donc, dont la fondation du maire de Gyumri, des gens qui donnent leur salaire, une partie de leur salaire pour que ces gens-là puissent vivre dans de meilleures conditions.
Եթե խոսենք Գյումրիի այսօրվա մշակութային եւ նաեւ տնտեսական կյանքի մասին, ինչ զարգացումներ, իսկական զարգացումներու մասին կարելի է խոսել վերջին տարիներու կապակցությամբ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր զարգացումներ ունի, Գյումրին վերածնվում է, ես ասեմ, եւ տնտեսապես, եւ նաեւ մշակութային եւ արվեստի եւ սպորտի ուղղություններով։ Հիմա մենք ունենք տեխնոլոգիական կենտրոն այստեղ, մենք այսօր կառուցում ենք երկրորդ Թումո կենտրոնը, որը հիմա կազմավորված տեխնոլոգիական կենտրոնում աշխատանք է տանում եւ երևի թե 20 թվականին մենք կունենանք շատ հզոր մի հատ նորից տեխնոլոգիական կենտրոն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին է խոսքը, որը հնարավորություն կտա մեր երիտասարդներին, մեր պատանիներին ու զարգանալ այդ ուղղությամբ։ Ինչ մնում է մշակույթի հետ կապված, ասեմ, որ մշակույթը նույնպես ունի իր զարգացումը, որը հետո կասեմ իհարկե ձեր թարգմանությունից հետո։ Donc la vie artistique est en renaissance à Gyumri. Tout est en renaissance puisque même la vie sportive se développe. Sur le plan économique, Gyumri accueille un des plus grands parcs technologiques, le Technoparc de Gyumri, et un deuxième parc sera créé en 2020. Tout le monde est à Gyumri et il y a une activité de plus en plus riche économique en Arménie. Իսկ ինչ կարելի է ասել պարոն Պալասանյան գործազրկության մասին, որը ինչ իսկական տոկոսներու կհասնի գործազրկությունը։ Գործազրկությունը բավականին բարձր տոկոս է, բայց ասեմ, որ գործազրկության հետ կապված բարձ է, դա բիզնեսի խնդիր է, իսկ բիզնեսը որպեսզի զարգանա, պետք է մենք կարողանանք նաև ենթակառույցները ունենանք, որը այսօր մենք զարգացնում ենք։ Այսօր մենք 4 հատ ծրագիր ենք իրականացնում քաղաքում։ Տարբեր բանկային միջոցներով, վզեփ ծրագրով է, այսինքն EBRD ծրագրով է, համաշխարհային բանկի ծրագրով է, փողոցաշինության, արտաքին լուսավորության, ջրահեռացման հետ կապված հարցեր են։ Բացի դրանից արվում են ծրագիր կառավարության հետ մեկտեղ հրապարակներ են կառուցում, վերականգնում եւ նաեւ տեղական միջոցներով նույնպես փողոցներ են կառուցում։ Դա փողոցաշինության, արտաքին լուսավորության հետ կապված քաղաքի 2 տարի հետո կունենալ լուրջ, ուրեմն ենթակառույցների արդեն վերականգնված մի հատ հատված, որը բնականաբար լուրջ առաջ կբերի տուրիզմի զարգացում Գյումրի քաղաքում, որտեղ ինքը ունի Կումայրի արխեոլոգ թանգարան, որի մեջ կան 1000 հուշարձաններ։ Donc le taux de chômage est assez élevé à Gyumri, mais nous travaillons sur les infrastructures. Nous avons actuellement 4 programmes qui sont mis en place et qui sont en cours d'exécution en collaboration avec des instances financières internationales comme la Banque mondiale par exemple. Et en ce sens-là, une place est en train d'être construite, les routes sont en train d'être construites. On travaille sur la lumière de la ville et puis pour que partout qu'il y ait de la lumière et l'évacuation des eaux, et tout ceci aboutira au développement du tourisme, car Gyumri a un potentiel touristique très important avec son musée et ses œuvres qui existent, qui sont visitables. Donc tout ceci est en cours de route. Կարելի է ասել, որ այսինքն արդեն շատ մենք նշեցինք այստեղ, որ Գյումրիի մասին առավել եւս կնշվի, 3 կառավարության նիստը Գյումրիի մեջ էր, 1 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը իր ոչ առաջին այցելությունը կդար Գյումրի եւ կշփվեր նաեւ արվեստի գործիչներու հետ, արդյոք սա կնշանակե, որ Գյումրին կգրնա վերակտնել շատ շուտ իր նախկին հմայքը, իր դինամիզմը։ Ճիշտ ասած, ինքը պոտենցիալ ունի նման, ինքը արվեստի ու արվեստի քաղաք է ու սպորտի քաղաք է, ինքը համարվում է որպես մշակութային մայրաքաղաք Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ հիմա շատ կարեւորում ենք նաեւ նորից կրկնեմ ենթակառույցները արդեն հյուսիս հարավ ճանապարհը վերակառուցելուց հետո, որտեղ դրանով մենք ուրեմն կաջակցենք նաեւ բիզնեսի զարգացումը, մշակույթի զարգացումը,
սպորտի առավելագույն զարգացումը, որը հնարավորություն կտա շատ կենտրոնին մոտ գտնվել եւ այդ լավ բարձրակարգ ճանապարհով կզարգանա նաեւ ներքին туриզմը։ Այս տարի տուրիստների թվականակը 3 անգամ ավելացել է Գյումրի քաղաքում։ Այնպես որ մենք գտնում ենք, որ այո, եւ Հանրապետության նախագահի եւ կառավարության աջակցությունը ծրագրերի հետ կապված շատ կարևոր է։ Իսկ donc selon le maire de Gyumri, le potentiel est réel dans cette ville, c'est la capitale culturelle du pays et la construction de la route nord-sud qui est attendue et qui est en cours d'exécution aidera beaucoup cette ville à se développer dans l'avenir car les temps de déplacement seront raccourcis pour les sportifs, pour les acteurs culturels et économiques. Donc tout ceci nous aboutira à un meilleur et plus rapide développement de la ville. On peut indiquer que cette année, par exemple, le tourisme a été développé, le nombre de visiteurs a été développé par 3. Donc c'est un indicateur important pour cela. Եթե դուք դա կսկուզեի չնայած որ դուք միայն Գյումրիի քաղաքապետն եք, բայց քանի 30-ամյակի մասին է խոսքը եւ երկրաշարժի, ինչ կարելի ասել մյուս քաղաքներու մասին, արդյոք հավասար զարգացում Գաբրին ինչպես Սպիտակ օրինակի համար։ Դե գիտեք, հիմնական դժոխք քաղաքները եղել են Սպիտակը եւ Գյումրին։ Գյումրին իրենց ծավալներով բարձ է, շատ մեծ է, եւ նաեւ ծավալներով ամենավտարվածը։ Եվ ասեմ, որ Վանաձորը, Ստեփանավանը, ինչպես նաեւ Ախուրյանը, իրենց հավասարաչափ զարգացում ունեն Գյումրիի հետ կապված։ Նու տեսնենք, հիմա ծրագրերը նաեւ իրականացում են այդ քաղաքներում, այդ տարածաշրջաններում, եւ ինձ թվում է, որ մի օր անպայման մենք ունենանք այն կարևոր ուրեմն տեսականը, որով մենք ցկտում ենք իրականացնել այդ ծրագրերը։ Շնորհակալություն պարոն Սամվել Պալասանյան, հիշեցնեմ, որ դուք Գյումրիի քաղաքապետն եք։ Ցտեսություն։ Ես նաև շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիցը, որ դուք օգնում եք մինչև հիմա Գյումրիին եւ Աղետի կոդուն, այնպես որ քանի որ դեկտեմբերի 7-ին նաև ունենք այստեղ տարբեր երկրներից տարբեր մասնագետներ, ես իմ շնորհակալությունը ասել եմ նաև իրենց եւ ձեզ համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Donc, en quelques mots, la zone la plus touchée en ampleur, c'est évidemment Gyumri, mais proportionnellement, d'autres villes ont été touchées comme Spitak, Stepanavan et Αχurian, et des activités, des projets de développement, de reconstruction sont effectués et s'effectuent également dans ces villes-là. Et donc, le maire de Gyumri, Samvel Palassanian, remercie tous ceux de la diaspora qui ont contribué et contribuent au développement des régions donc touchées par le séisme de 88. Et nous sommes en ligne enfin avec Adam Barrault, baryton, lui-même originaire de Gyumri, qui est à Gyumri aujourd'hui. Adam Barrault, bonjour, merci d'être avec nous. Dites-nous où êtes-vous exactement et comment vivez-vous avec vos souvenirs bien entendu d'enfants qui a été touché par ce tremblement de terre, ce retour qui n'est pas le premier bien entendu, donc le retour à Gyumri à l'occasion du 30e anniversaire de ce triste accident ou pardon séisme. Oui, bonjour tout le monde, merci pour votre appel. Écoutez, actuellement, là, je suis à la capitale parce que mon concert, c'était hier, le jour de tremblement de terre. Et ça s'est bien passé, le concert. Et j'étais bien évidemment, vous savez, c'est la 30e anniversaire et 30e parce que ça fait 30 ans que je gardais quelque part cet malheur en moi et Mek varken xëntërmem mine vagek, ha kapi me qem, xëntërmem mine vagek. Xëntërmem, tull të vek khosem, kapi me qem. Je m'excuse, quelqu'un qui a commencé à jouer, je voulais je demander pour que la personne arrête à jouer. Pardon. Écoutez, on a
comme on n'a pas cette culture en Arménie d'entendre chanter les artistes en concert dans les églises, voilà, je suis quelque part le premier baryton basse qui a chanté à l'église en présentant César Franck, Poulenc, Arcadel, Caccini, et que c'était très émouvant pour moi parce que quelque part j'ai réalisé mon rêve, et cet rêve d'enfance que je me souviens que depuis tout petit, quand j'allais à l'église, cette odeur d'encens que je n'oublierai jamais, était comme nos prières quelque part qui montaient vers le ciel en hommage à Dieu. Et cette commémoration, 30e anniversaire, que mon chant apporte de la joie dans nos cœurs blessés, comme au printemps, je peux même dire, renaît la vie après l'hiver. Voilà. Alors, Cher Vincent, merci de penser à moi, et parce que hier j'étais à Gyumri et on est rentré très très tard, et actuellement je suis à la capitale et je rentre à Paris demain. Voilà. Alors justement, à Gyumri, vos impressions de cette journée de commémoration, nous supposons, nous imaginons que les gens étaient dans leurs souvenirs d'il y a 30 ans. Quelle était l'émotion qui habitait la population de Gyumri hier? Oui, vous savez, pour nous, les Arméniens, c'était tellement triste. Par exemple, il y a tout le monde, beaucoup de monde pleurait, et moi aussi, je n'ai pas pu retenir mes larmes, et que bien évidemment, j'ai commencé encore une fois chanter pour pouvoir quelque part de dire que je prier en chantant, c'est de prier 2 fois de plus, et c'était Pachinian, il était là aussi. C'était très émouvant, très émouvant. Merci Adam Barrault. Donc nous avons tenu à marquer aussi ce moment parce que vous êtes de ceux qui très jeunes sont arrivés en France, aidés par des familles françaises qui ont tendu la main aux orphelins arméniens, comme la Croix-Bleue a pu le faire, ou d'autres associations. Oui, c'est vrai qu'il y a que 29 ans, parce que c'est pas juste après que je suis arrivé en France pour 2 mois. Quand je suis arrivé, bien évidemment, Croix-Bleue, je me souviens le soutien que j'ai eu à l'époque, et je les remercie encore une fois, et je garderai tous ces souvenirs à jamais. Merci beaucoup Adam Barrault, et merci beaucoup. Donc nous devons nous devons signaler quand même que, comme on l'a dit tout à l'heure, Nicole Pachinian était à Gyumri, mais comme on n'a pas eu Aznavour pour l'Arménie autour de cette table, il faut signaler que Nicolas Aznavour avec son épouse était à Gyumri hier, et cette fondation, ou la nouvelle fondation, si je puis dire, qui est aujourd'hui dirigée par le fils du grand chanteur, poursuit le travail et le chemin de son papa en octroyant 8 appartements à des gens qui sont dans la difficulté dans cette région de Gyumri, en promettant aussi d'en faire plus pour cette région. Donc ce sont des petites choses, mais ici et là accumulées, on peut construire vraiment un pays avec les efforts de tous, et je tenais à lui rendre hommage parce que c'est quand même émouvant de voir que le travail d'Aznavour ne se termine pas avec sa mort. Donc c'était important. Et pour conclure, Serge Simonian, que peut-on dire 30 ans après? Que reste-t-il à faire? Et quelle émotion finalement, parce que c'est quand même un moment marquant dans la vie d'un homme d'avoir vécu et accompagné l'élan de solidarité pour ce tremblement de terre. Ouais, je voudrais faire un petit peu, pour terminer, le bilan des SOS Arménie. SOS Arménie, dans l'urgence immédiate, n'a pas fait grand-chose. Elle a voulu réfléchir, et elle s'est orientée sur 4 ou 5 grandes directions. Elle a fait
a fourni une trentaine de fours à pain pour différentes régions de la région sinistrée. Elle a monté une usine de tricotage à Rapan. Elle a monté une usine de fabrication de préfabriqués du côté de Sévan, un truc comme ça. Malheureusement, nous n'avions pas de gens sur place. Donc, ces trois éléments, qui ont coûté quand même relativement cher, ont quasiment disparu très rapidement, pris en main par des, entre guillemets, mafieux locaux. Donc pas disparu, mais privatisé. Privatisé. Pour le dire gentiment. La seule chose qui a perduré, et c'est grâce à l'UMAF, parce qu'on était quand même impliqués sur place, c'est l'association UMAF, Aznavour pour l'Arménie et SOS Arménie, ce qu'on a fait dans les hôpitaux. Car ça perdure. Par exemple, à l'hôpital Eribouni, tout ce qui marche part de SOS Arménie. L'argent vient des SOS Arménie, la compétence de l'UMAF et les aides d'Aznavour pour l'Arménie et d'une association que je tiens à souligner, qui étaient les peintres arméniens, qui ont fait une vente aux enchères et qui ont rapporté à l'époque 120 millions de francs. Et en conclusion, je dirais que SOS Arménie a dépensé dans les 5 ans de sa vie à peu près 3 milliards de francs. Voilà. 3 milliards de francs. Voilà. C'est quand même énorme. C'est le budget que j'ai géré à l'époque. Mm-hmm. Et je tiens à remercier qu'à la conclusion de la fermeture d'SOS Arménie, parce que moi j'y étais plus, le reliquat qui était de 120 000 euros a été rendu à l'UMAF. Ce qui montre la bonne association qu'il y a eu entre l'UMAF et SOS Arménie. Antoine Agoudjian, un mot de conclusion. À ajouter à ça, il y a eu aussi une action qui a été faite par SOS Arménie sur place avec Bernard, moi et Agop Abrahamian, où on a très vite, 2-3 mois après le séisme, organisé des colonies de vacances pour les enfants dans les régions sinistrées, toujours sous l'égide de SOS Arménie, où on a transporté tous les enfants autour du lac Sévan dans un lieu de villégiature que les autorités d'Arménie nous avaient mis à disposition, qui s'appelait Gaputak Sévan, des enfants orphelins et handicapés, pour les extraire des régions sinistrées, puisqu'il n'y avait plus d'école jusqu'en septembre. Et en fait, les enfants étaient même accidentés par le manège incessant des camions qui travaillaient pour la reconstruction, et comme ils erraient dans les rues, puisqu'il n'y avait pas d'école et qu'ils sortaient du lieu familial, en fait, on a acheminé des centaines et des centaines d'enfants. Est-ce que vous avez photographié à ce moment-là ? Voilà, j'ai débuté la photo à cette époque. Mais en fait... Ce qu'il faut dire de tous les échanges qu'on a eus, c'est que c'est une époque qui nous a marqué. Il y a eu un avant et un après. On voit donc Georges Kepenekian être ému. On a vu donc Kouari être ému. En fait, notre génération, les gens qui ont été actifs pour le tremblement de terre, c'est quelque chose qui est encore très frais dans notre esprit, quoi. Et en même temps, paradoxalement, ça a accéléré les échanges avec la diaspora. Donc il y a à la fois du triste, mais à la fois aussi énormément de positif et d'espérance. Sévan Mardi-Rossian, votre mot de conclusion. Moi, on n'a pas beaucoup parlé des associations françaises aussi qui étaient avec nous. Je voulais remercier en tout cas la Croix-Rouge internationale qui a bossé beaucoup avec la Croix-Bleue, le Croissant-Rouge aussi qui était sur place, et puis des personnes qui sont plus avec nous aujourd'hui, mais Jeannette Madoyan qui était Khatchoui et qui s'est donné vraiment énormément pour l'Arménie, Jaïch Torossian, Jean Madoyan qui sont allés en Arménie plusieurs fois pour mettre en place des projets justement qu'on a pu poursuivre par la suite. Voilà, des gens comme ça, Patrice Diololian qui nous a fourni gratuitement des médicaments. La marraine de Adam Barrault. Oui, oui, il est venu en France à l'époque quand on a fait venir des enfants à Bellefontaine et il est resté dans des familles arméniennes ensuite où il était avec Jeannette. Et voilà, enfin bon, voilà, c'est toutes ces personnes-là qui nous ont aidés sans retenue, sans aucune contrepartie.
Et voilà, moi, je retiendrai vraiment cet élan. Moi, à l'époque, j'étais au Norserund, donc voilà, on participait, on voyait ce que faisait la Croix-Bleue, et c'était un travail phénoménal. Les nominations, on sait que vous venez aussi de sortir un roman, hein, le fil des anges avec Estermann, donc au vent d'ailleurs, un roman qui est en vente partout depuis très peu. Et puis avec la couverture de belle photographie d'Antoine Agoution. Ah voilà, on vous retrouve Antoine. Donc aussi, je dois dire que il y aura l'arrivée dans les jours à venir de Saint-Vel, ta dévotion, ce très bel acteur de Bravo Virtuose, un très beau film, le vôtre, dont on a parlé autour de cette table avec Robert Guédiguian et d'autres personnes. Donc il sera là entre décembre et janvier pour quelques projections dont on peut prendre connaissance sur la page Facebook qui est au nom du film, donc Bravo Virtuose, pour avoir toutes ces informations. Et pour terminer, donc vous, le Gümreti, qu'avez-vous à dire à l'occasion de ce 30e anniversaire du séisme pour conclure cette émission? En fait, merci. Ce que je rêverais vraiment, c'est une collaboration entre la diaspora et Gyumri. En fait, tout est aujourd'hui centré à Yerevan. Je crois que le temps est venu de décentraliser et penser, on peut aussi à d'autres villes d'Arménie. Et ce que je rêverais vraiment, c'est faire des belles collaborations artistiques avec Gyumri, faire des spectacles, par exemple. Je suis prêt à aller monter un spectacle à Gyumri. J'avais déjà préparé le terrain. Je voudrais faire un film à Gyumri. Je voudrais qu'on soit plus actif en matière de collaboration avec les autres villes, notamment Gyumri, parce qu'il est en fait, Yerevan pompe tout. C'est pas parce que je suis contre cette ville, mais sauf que l'Arménie est devenue un animal avec une énorme tête, avec un tout petit corps. Et aujourd'hui, il faut quand même nourrir ce corps pour que le pays devienne un vrai pays, où les régions sont actives, qui arrivent à vraiment participer à la vie économique, artistique, politique du pays. Voilà. Donc je serais vraiment heureux d'aller travailler, faire des actions culturelles à Gyumri. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce matin pour se rappeler, pour se remémorer ce moment si triste que nous avons tous vécu ici, chacun à sa place, en France, en Arménie, ailleurs, ces informations qui arrivaient. Je me souviens dans une discussion avec des lycéens, on a appris que 3 morts en Arménie, puis 10 morts, puis 100 morts, etc. Donc ce moment-là, nous l'avons vécu aussi, et nous nous sommes rappelés ces moments tristes et ces chocs que nous avons vécus, et donc nous pensons et nous respectons la mémoire de tous ceux qui ont péri durant ce drame. Merci donc à vous tous, Serge Simonian, Sévan Mardirossian, Lévon Minassian, Antoine Agoudian, d'avoir été avec nous dans les studios. Merci également à Patrick Villardry, Vénus Boone, Georges Kepenekian, Samuel Palassanian et Adam Barrault d'avoir été avec nous par téléphone, et à la semaine prochaine. Une émission proposée par Hype FM.